L'absence de coordination dans l'action gouvernementale. Entre quoi et renoncement, quelle explication faut-il en faire? L'Assemblée nationale a-t-elle joué sa partition dans la guerre contre la Covid-19? Les nominations à des postes de responsabilité d'anciens membres du PDS en pleine épidémie de coronavirus que mijote le président Macky Sall. Un gouvernement d'union nationale, quelle utilité? Pour répondre à toutes ces questions, Binta Diallo reçoit ce dimanche professeur Ibrahima Silla, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et Cheikh Mbacké Sène, expert en intelligence économique, essayiste et ancien journaliste. Remue Ménage, c'est tous les dimanches sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et grand merci à Pape Bess Diba, Remue Ménage qui reçoit ce dimanche professeur Ibrahima Silla, enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta, bonjour. Également, Cheikh Mbacké Sène, expert en intelligence économique, essayiste et ancien journaliste. Merci, Cheikh, d'être venu. Merci, Binta, de cette invitation et de cette opportunité de pouvoir échanger sur des questions importantes. Très bien. L'actualité est marquée par les cas de Covid-19 qui ne cessent de grimper et surtout le nombre de morts au quotidien et la déclaration d'avant-hier de professeur Seydi, professeur Ibrahima Silla, la contagion communautaire est déjà là et que l'on ne sait plus comment faire face à l'épidémie. Quel commentaire cela vous inspire? On ne sait plus où pratiquement se donner la tête, parce qu'aujourd'hui on est confronté à une situation non pas d'exception certes, mais à une situation de désolation. Je pense que le professeur Seydi, comme beaucoup de ses collègues, l'avait quelque part prédit, et leur crainte est aujourd'hui en train de se traduire dans des actes, on va dire, concrets, comme on peut le voir sur le terrain. On craignait le développement des contagions communautaires. Aujourd'hui, on atteint, depuis un certain nombre de jours, la centaine de cas. On est allé jusqu'à plus de 140 cas. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est cette situation de désolation qui interpelle, qui tourmente, et l'on se pose des questions. Comment faire pour aujourd'hui résorber, faire face à cette pandémie-là qui aujourd'hui semble avoir pris son envol sur le continent et plus particulièrement au Sénégal avec l'augmentation des cas. Mais de toute façon, il a dit qu'on ne peut plus faire face puisque la contagion communautaire est là. On ne peut plus faire face. Je pense qu'il faut peut-être... Ce ne sera pas facile en tout cas. Ce ne sera pas facile. C'est ce qu'il faudrait dire. Oui. Ce ne sera pas facile de faire face parce qu'il suffit même de voir ce qui se passe sur le terrain. Moi, hier, j'ai été dans la banlieue, mais on constate effectivement que les gestes barrières ne sont pas respectés. Le relâchement. Il y a un relâchement populaire. Mais tout cela est dû, beaucoup d'observateurs de la communication, etc. On dit qu'effectivement, peut-être que l'État, les gouvernants ont donné le mauvais signal peut-être en initiant un certain nombre de dispositifs qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas cohérents, à tel point que les populations, à un moment, se sont dit, bon, écoutez, on va baisser les bras, parce qu'on ne ressent plus comme il fallait le ressentir, comme on l'avait ressenti depuis le début, cette urgence de se protéger. Oui. On a l'impression que, d'autant plus qu'à un moment, le président de la République déclare qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Et depuis qu'on a eu ces déclarations, on a l'impression que les populations se sont dit, écoutez, on est frappé. C'est comme si nous étions frappés par une certaine fatalité qui fait que, et puis tout ça est relié à notre destin. Relié à notre destin qui fait qu'il faut supporter ce virus, il faut apprendre à vivre avec ce virus. Mais on découvre tous les jours qu'apprendre à vivre avec le virus, c'est apprendre aussi à mourir avec le virus. C'est comme s'il y avait une certaine forme de loterie nationale, bi gagne, bi perte. On ne sait pas sur qui ça va tomber, mais ça peut tomber. Et ce qui peut étonner et ce qui peut augmenter notre désolation, c'est de voir qu'au moment où les cas augmentent, qu'on demande aux élèves, aux étudiants de regagner les classes des cours. Au moment où les cas augmentent, il suffit d'aller voir au niveau des marchés, des supermarchés, au niveau de certaines mosquées, dans la rue, au niveau des plages, que les populations sont là. On a le sentiment qu'il y a une insensibilité populaire par rapport à ce risque. Mais justement, avec toute la gestion sanitaire qui a été faite autour de cette épidémie, Cheikh Mbacké Sène, on a failli où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans la conception des choses, parce que pour moi, il faut considérer la
le combat comme un combat à la fois personnel et collectif. Collectif du moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y va de la responsabilité de l'État d'une part, mais aussi de la responsabilité des populations. Absolument. Et je pense qu'au niveau des populations, parce que quand on regarde les chiffres par rapport au cas communautaire et la propagation de la pandémie dans certains quartiers, on se rend compte que il n'y a pas eu de respect des gestes barrières. Parce que ça, c'est visible, hein, à toute échelle, c'est visible. Et puis là où moi je suis pas d'accord, c'est que quand on dit que le signal que l'État a, parce que c'est vrai que il y a l'État qui doit nous assurer la protection, c'est sûr et certain. Mais je pense que il y va de la responsabilité de chaque père de famille aussi de sécuriser sa famille. Quand l'État prend des mesures et que les gens fustigent ces mesures-là, un père de famille qui critique les actions de l'État et qui sort et qui laisse ses enfants sortir dans la rue, défier les forces de l'ordre, au point que pour des raisons de consensus ou d'autres raisons, on dessert un peu pour stabiliser, pacifier un peu le combat, ça pose problème. Oui. Moi, je pense que là où on a vraiment failli, c'est qu'on aurait pu peut-être prendre des mesures, faire ce qu'on appelle le zoning confinement, c'est-à-dire que les quartiers où il y avait vraiment un taux de contamination assez élevé, peut-être les mettre en quarantaine sans que cela ne soit perçu comme étant une sorte de ségrégation ou de stigmatisation. Oui. Donc voilà, moi je pense que c'est à ce niveau-là qu'il fallait... Et ça c'est des mesures qu'il fallait prendre à un moment qu'on n'a pas pris. Mais pour moi, là où le bas blesse, c'est au niveau des populations. Vraiment, c'est au niveau des populations où on a senti des relâchements. Moi, le combat que je mène personnellement, si tout le monde menait le même combat, il y en a qui mènent d'autres combats beaucoup plus importants. C'est-à-dire que quand vous, au niveau de votre quartier, vous voyez un épicier qui ne met pas de masque, vous l'interpellez. Vous voyez quelqu'un qui ne met pas de masque, vous l'interpellez. Mais aujourd'hui, on est dans une situation avec un pays tellement complexe à gérer, tellement avec des attitudes qu'on ne comprend pas chez les uns et les autres, de telle sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui, on préfère, comme on dit chez nous, mandou, que plutôt que d'essayer de sensibiliser les gens. Et c'est cela où le bas blesse. Mais au moment où l'on demande aux Sénégalais de se mettre dans le combat qui est dit un combat communautaire contre l'épidémie, on ne sent pas, professeur Sylla, l'Assemblée nationale quand même, qui représente le peuple. On a l'impression que depuis qu'ils ont voté la loi d'habilitation qui donne les coups des franches au président de la République, l'Assemblée s'est complètement tue. On n'entend pas les députés dans ce combat. Oui, au début, je pense que la classe politique dans son ensemble était partie dans cette volonté de ne pas fragiliser l'appel à l'union sacrée nationale autour de la pandémie. Les gens n'ont pas voulu, surtout l'opposition, n'a pas voulu quelque part gêner l'action du président, l'action du gouvernement, et tout le monde a à un moment voulu jouer le jeu. L'Assemblée nationale, comme dans d'autres pays, ce n'était pas forcément nécessaire peut-être de la mettre sur la touche. Elle aurait pu continuer à poser des questions, ne serait-ce qu'au gouvernement, pour savoir comment, par exemple, l'argent ou les fonds alloués pour la lutte contre cette pandémie-là, comment ces fonds sont alloués. La députée Aïda Mbodj l'a fait. Elle vient de le faire. Oui. Est-ce qu'il y a 48 heures? Non. Et ça, depuis le temps, on aurait pu... Oui, les gens se posent la question. Mais on peut comprendre quand même cet état d'esprit qui avait animé la classe politique, les hommes politiques, notamment l'opposition. Si l'opposition qui n'a pas voulu aller au palais présidentiel à l'appel du président de la République, cette opposition au début a été critiquée. Oui. Certains comme Abdou Mbaye, Thierno Alassane, ils ont dit non, on ne va pas y aller parce qu'on ne nous a pas, effectivement, ils avaient senti quelque part qu'on voulait peut-être politiser cette occasion-là, et donc ils n'ont pas voulu, en tout cas, être utilisés, instrumentalisés. Voilà. Mais malgré tout, ils ont quand même gardé leur distance pour laisser au gouvernement les coups des franches. Et c'est à partir de quelques semaines, un mois, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises et qui ne pouvaient pas rassurer la classe politique qui, à un moment, a pu se dire, écoutez, on a l'impression que les gens ne prennent pas les choses au sérieux. On ne peut pas initier de telles solutions pour combattre le virus
pour aider les populations, parce qu'au centre de tout cela, il faut mettre les populations. Oui. C'est dur, c'est difficile de mener une politique comme ça de sécurité pour essayer de limiter nos vulnérabilités si nous ne plaçons pas les populations au centre de nos préoccupations. Parce que la dureté et la durée de la pandémie est une épreuve assez difficile pour l'ensemble des populations qui n'ont pas assez de ressources pour faire face à leur quotidien. Vouloir contenir ces populations, il y a des gens qui sont privilégiés, j'en suis un peut-être, je peux me permettre peut-être d'avoir des provisions pendant 6 mois, mais les 99% peut-être des Sénégalais n'ont pas cette possibilité-là. On leur a quand même servi du riz et de l'huile. Oui. Ça, Binta, franchement, ça, je pense que vous-même, vous pouvez vous rendre compte que aussi bien, parce qu'on a en face de nous un expert en intelligence économique. Je ne pense pas que ça soit ou que ça a été la meilleure des options que d'avoir acheté du riz à distribuer dans les 4 coins du pays. Il aurait fallu initier d'autres moyens. Certains ont parlé de transfert d'argent, etc., etc. Et même cela révèle quelque chose. Parce qu'on a pu voir avec cette pandémie-là les défaillances, les dysfonctionnements, les manquements de notre système politique. C'est pas juste pour dire, je ne veux pas dire ça tout simplement pour critiquer, mais pourquoi ces dysfonctionnements? On nous parlait d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance en riz, on nous parlait d'investissement, de bourse familiale, etc. Comment aujourd'hui au Sénégal, on en est arrivé à une situation où on n'est pas en mesure de permettre aux populations de pouvoir survivre, de les confiner et de leur permettre de pouvoir vivre pendant 1 mois, 2 mois sans pour autant nécessairement avoir besoin de l'aide gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des citoyens dans ce pays ne peuvent pas rester 1 semaine, 10 jours, 2 semaines sans pour autant avoir les moyens de s'alimenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des populations vivent dans des situations extrêmement difficiles. Pas de possibilité d'acheter des ordonnances, pas de possibilité d'avoir accès à l'eau. L'éducation, n'en parlons pas. L'éducation aujourd'hui est pratiquement à terre. On cherche à sauver l'éducation, mais l'éducation est pratiquement à terre. L'eau, les denrées de première nécessité, tout ça parce qu'il y a une mauvaise politique qui n'a pas orienté les préoccupations vers les denrées de première nécessité. Les populations, vous le savez, Adam Smith ne les intéresse pas. Ricardo ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de savoir ce que Keynes pense, c'est pertinent ou pas. Ça ne les intéresse pas. Absolument. Qu'est-ce qui les intéresse? Ce qu'ils vont porter, ce qu'ils vont manger, comment ils vont se soigner. Le quotidien. Et si le gouvernement, depuis les indépendances, on n'a pas su, pour l'ensemble des populations, l'ensemble des citoyens, la majeure partie des populations, des citoyens, on n'a pas su leur garantir ce minimum vital, c'est là qu'on ne peut que constater la faillite de notre système de politique publique, de notre système politique, de notre classe politique, encore une fois, qui a initié, je pense, il faut être objectif. Quelque part, je dis que merci peut-être au coronavirus, entre guillemets, parce que ça a mis à nu l'ensemble de nos dysfonctionnements et de nos manquements. En tout cas, cette épidémie, cher Mbacké-Sène, a mis à nu la grande cacophonie dans l'action gouvernementale. On a senti par endroits une absence totale de coordination entre les départements concernés. Qu'est-ce qu'il explique? On a vu tantôt, professeur l'a dit, ce qui s'est passé avec la rentrée scolaire qui frise un peu l'amateurisme le 2 après le 25, et on ne sait même pas si le 25 réellement les élèves en classe d'examen vont rejoindre les salles de classe. Oui, Binta. En fait, ce qu'il faut comprendre, il faut reconsidérer les choses parce qu'on est dans une situation de crise inédite. Oui. Donc, et ce qu'on reproche au Sénégal, on peut le reprocher aussi à n'importe quel autre pays du monde. Les pays qui ont une résilience assez importante, comme les pays qui ont une résilience assez faible. Comme le nôtre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une crise a ses caractéristiques. Et cette crise particulièrement qui a non seulement ses caractéristiques classiques, a aussi ce qu'on appelle des facteurs aggravants. C'est le caractère, l'impact sur la vie des gens, le caractère disons, spectaculaire de la chose. Quand ça engage la vie des gens aussi, ça a un impact, ça aggrave un peu la perception par rapport aux gens. Donc, la perception qu'on peut avoir dans la gestion de la crise en interne et la complexité interne diffèrent.
Et donc, du coup, il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas comprendre de l'extérieur et qui résument à ce qu'on appelle, une perception assez sommaire par rapport à tout ce qui est organisationnel. Après, maintenant, il y a une stratégie qui a été mise en place par le gouvernement. Et cette stratégie qui a été mise en place par le gouvernement se décline à travers des plans d'action. Oui. Il faut savoir aussi que on a une multiplicité des acteurs. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le comité de gestion. Il y a le gouvernement avec sa stratégie déclinée à travers le comité de gestion de la chose, mais il y a des initiatives personnelles qui peuvent émaner d'un membre du gouvernement. Ça peut être un député qui prend des initiatives dans son et ces choses-là ne peuvent pas être ne pas être forcément coordonnées. La question qu'il faut se poser, est-ce que l'action gouvernementale est coordonnée? Moi, je dirais que oui, l'action gouvernementale est coordonnée. Oui. Parce que ce qui partent comme directive du chef de l'État en passant par soit le ministère de la Santé ou en tout cas le gouvernement dans sa globalité ou le comité de gestion est appliqué à la lettre. Maintenant, il faut savoir que on est dans un pays qui est à plus de 90%, qui vit à plus de 90% dans l'informel. Donc, demander aux gens de se confiner pendant 1 jour, 2 jours, sachant qu'on est un État qui ne peut pas prendre forcément tout le monde en charge et aucun État au monde ne peut prendre totalement ses populations en charge. Sauf encore moins. Il y a un minimum vital. Il faut comprendre aussi que la durée, parce que donner un coup de pouce sur une période qu'on espérait peut-être courte et qui finalement ne l'est pas, aussi ça il faut le prendre en considération. Maintenant, ce qui explique d'ailleurs même le desserrement un peu des mesures, parce que confiner les gens quand on ne peut pas tout satisfaire et desserrer un peu pour leur permettre à certains de pouvoir au moins se vaquer à leurs préoccupations, se faire de quoi subsister, c'est ça qui a motivé un peu la décision du chef de l'État. Maintenant, comme je dis, on est dans un pays très compliqué à gérer, déjà avec un contexte politique qui était un peu complexe. Quand on prend des initiatives, les gens disent qu'il faut qu'on politise et la moindre action est critiquée dans le but d'apeurer ou d'attirer les faveurs de la population, c'est très complexe. Moi, je pense que le devoir de solidarité doit être de mise, en tout cas l'élan de solidarité qu'on a connu au départ doit être maintenu, d'une part. D'autre part, c'est que il faut aussi qu'on redouble de vigilance, parce que c'est le moment c'est à cette période-là particulièrement qu'il faut redoubler de vigilance et de comprendre que toutes les décisions qui ont été prises par le chef de l'État, que ce soit les décisions initiales, rectifiées, parce qu'une stratégie c'est quoi? C'est un ensemble d'actions coordonnées avec des moyens de mesure. C'est-à-dire des moyens de mesure, c'est des bilans d'étapes qui permettent à chaque fois quand une stratégie n'est pas ad hoc, qu'on puisse rectifier. Et ça, c'est fait sur la base de plusieurs paramètres. De l'écoute, du consensus, de l'inefficacité des actions qui ont été déjà entreprises et de l'orientation de la pandémie par rapport à d'autres. Donc tous ces paramètres-là, on les a intégrés pour essayer de remettre en tout cas dans la bonne direction la stratégie qui a été mise en place. Si une stratégie n'est pas figée, c'est une stratégie qui est relative, donc qui est susceptible d'être modifiée à tout moment. Donc c'est pas parce qu'on a modifié une stratégie initiale qu'on est dans une cacophonie, il faut le comprendre. Alors vous êtes d'accord qu'il y a une coordination dans l'action gouvernementale, il y a une bonne coordination. D'autres par contre estiment le contraire. Ce qu'on avait l'habitude de voir jusque-là, c'était quand on était dans une situation pareille, professeur Sylla, que le Premier ministre puisse réunir son gouvernement, mettre en place une stratégie et puis le faire remonter auprès du chef de l'État. Et pour cette fois, puisque le poste a été supprimé, ça n'a pas été le cas. Et ça a été vraiment... on prend une décision aujourd'hui pour revenir sur cette décision le lendemain. Le président l'a fait à la veille de la rentrée pour dire qu'on va reporter à une date sine die. On a vu d'autres décisions que le président avait prises, mais...
pour y revenir après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, tout ça informe quelque part. Bon, M. Sène est en train de dédouaner un peu, je comprends, mais... Non, je ne dédouane pas. Ce que je suis en train de dire, c'est très simple. C'est que... Allez-y. Oui. C'est juste une remarque, parce que c'est la lecture que j'en ai. Oui. Parce qu'en politique, je ne vais pas revenir sur l'éternelle citation, gouverner, c'est prévoir. Comme je dis, la pandémie a mis à nu les dysfonctionnements de notre système de manière générale, la manière de gérer un certain nombre de choses. C'est la sécurité sociale, ce qu'on appelle l'État-providence, comment l'État gère la question sociale, les questions liées aux maladies. Et au-delà même de la pandémie du coronavirus, il y a d'autres personnes porteuses de certaines maladies aujourd'hui qui souffrent dans ce pays. Je ne vais pas te citer toutes ces maladies-là, mais on est confronté à cette situation-là. Et sur le plan alimentaire, et sur le plan de la distribution de l'eau, par rapport aux sécurités des personnes, par rapport aux libertés publiques, etc. Tous les secteurs aujourd'hui, on peut effectivement dire qu'il y a eu une mauvaise gestion de ces choses-là. Quand certains déplorent le fait qu'il n'y ait pas de Premier ministre, bon, effectivement, on pense qu'effectivement la vision politique générale est portée par le chef de l'État et cette vision est confiée à un Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale. En face, vous avez l'opposition qui contrôle aussi, qui critique et qui propose un changement d'orientation politique. Mais on voit que dans notre système politique, tout cela ne fonctionne pas comme ça. On a l'impression qu'on assiste à une certaine présidentialisation du politique. On a l'impression que le politique, au sens noble du terme, tourne autour de la personne du chef de l'État. Les constitutionnalistes appellent cette hypertrophie du président de la République, de son pouvoir, la présidence impériale. On a l'impression d'avoir affaire à un empereur. Présidence impériale, moi, ce que j'appelle la malprésidence, tout ça pour dire quoi? Que le président de la République, la fonction, les fonctions, l'attitude, le portrait, les traits, l'envergure, l'attitude qu'on attend de ce chef-là ne peut être pas conforme à l'idéal écrit dans nos constitutions. Nous sommes dans un pays où on a tous les textes possibles et imaginables, dans les constitutions, les codes, les lois, les règlements, les décrets. Mais nous vivons dans ce qu'on peut appeler l'empire du faux dans ce pays. L'empire du faux, le royaume du faux. Faux espoirs, faux projets, faux décrets. À tel point que les gens se posent des questions. Est-ce qu'on a en face de nous un État digne de ce nom qui fonctionne comme on devrait l'attendre d'un État? Est-ce qu'on a une république digne de ce nom, avec une répartition des rôles, un fonctionnement de l'administration, une organisation de l'État, une composition des membres du gouvernement, etc., qui correspond à l'idéal et aux valeurs attendues d'un État, d'une république digne de ce nom? Et c'est ce que les gens déplorent. Parce que tous les jours, on voit effectivement les manquements, les dysfonctionnements qu'on a dans tous les secteurs d'activité. Citez-moi un seul secteur qui n'est pas en souffrance aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. Je peux donner le secteur de la santé. On commence à élever les voix à l'université. Les étudiants depuis hier commencent à dire, écoutez, dans ces conditions-là, les enseignants, la justice depuis plus d'une semaine qui entend le Sud-Just, qui se plaint, qui dit que ça ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement. La justice ne fonctionne pas. L'éducation ne fonctionne pas. Tout ça, on ne le dit pas pour critiquer, mais parce que tout cela correspond à ce qu'on peut appeler les finalités essentielles du politique. Toute société se conforme ou déploie un certain nombre d'idéaux et de valeurs qu'elle cherche à traduire par des politiques publiques efficaces sur le terrain. Mais on se rend compte par rapport à nos finalités essentielles qui devraient présider à toutes les actions gouvernementales, on se rend compte qu'il y a un déficit, il y a une insatisfaction totale que nous devons déplorer parce que, effectivement, regardez, une société vise l'ordre. On sait que dans cette société-là, notre ordre-là est totalement précaire. Mais quand on parle de l'ordre, on parle de l'ordre juste, il faut de la justice. Par rapport à la justice, tous les gens sont, peut-être presque tous les observateurs sont d'accord qu'au Sénégal, il y a un problème avec la justice, non pas qu'institution, mais avec les décisions de justice ou certaines décisions de justice. On a assisté à la politisation de la justice et on a pu montrer comment la justice, quelque part, est la continuation de la politique par d'autres moyens, à travers les procès politiques. On a vu comment on a neutralisé l'opposition qui n'a pas pu jouer son rôle, comment on a neutralisé certains médias, comment on a neutralisé certains citoyens, à tel point qu'aujourd'hui, nous vivons une situation totalement déplorable et que nous n'arrivons pas à satisfaire les fondamentaux d'une république, d'un état de droit. Est-ce que ces fondamentaux sont satisfaits? Non.
Et c'est aujourd'hui tout ce problème-là que nous sommes en train de vivre. Quand vous voyez des émeutes embarquées, les jeunes à Touba défier l'autorité, nous assistons à une crise de l'autorité qui peut être compréhensible, qu'on peut comprendre, parce que la classe politique n'inspire plus confiance. La classe politique n'est plus respectée ni respectable, à tel point que ces jeunes, il faut que le gouvernement dise merci à ces régulateurs sociaux qui retiennent les jeunes. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Touba, à Mbacké, on a vu comment aujourd'hui les gens régulent. On a vu dans la banlieue peut-être un certain nombre d'acteurs sociaux, comment les gens, à la base, par les associations, par des mouvements qui cherchent à se substituer aux partis politiques classiques, qui n'inspirent plus confiance, à l'État qui n'inspire plus confiance, ces gens-là cherchent à mettre en place des dynamiques pour se substituer à la classe politique traditionnelle. C'est ce qui explique l'arrivée des activistes, c'est ce qui explique l'arrivée de nouveaux mouvements, de nouveaux partis politiques, et c'est une crise grave et l'État doit réfléchir sur les conditions pour continuer à assurer une stabilité dans ce pays où on semble aujourd'hui avoir atteint, on va dire, une situation très critique qui peut mener à une situation catastrophique. N'est-il pas temps, donc, dans ce cas, cher Mbacké, pour de faire revenir le poste de Premier ministre, pour décharger un peu le président de la République qui, à lui seul, ne peut pas tout faire. On a vu déjà ce qu'est devenu son fast-track, qui est à la limite devenu peut-être un low track, avec une présidence hypertrophiée, comme l'a dit, beaucoup de départements sont rattachés à la présidence de la République, tout tourne autour du chef de l'État qui ne peut pas à lui seul tout faire. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire revenir le poste de Premier ministre, parce que le secrétaire général de la présidence n'a pas vocation à coordonner l'action gouvernementale? Vous savez, comme je vous ai dit, on est dans une situation inédite. Donc, avec des imprévus, des choses qui n'étaient pas initialement prévues, personne n'était préparé. Mais qui ont révélé beaucoup de choses. Qui ont révélé beaucoup de choses, beaucoup de failles, dysfonctionnements dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je dis la perception des choses. Quand je parle, pour revenir, parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une situation de crise, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand vous regardez l'ensemble des décisions, toutes les décisions, je dirais même pas une partie, mais toutes les décisions qui ont été prises par le chef de l'État entrent dans le sens de la compréhension. De la compréhension, dans le sens de la compassion, de la solidarité, du consensus et de l'apaisement. Toutes les décisions. Parce que quand vous dites, par exemple, à Diourbel qu'il y a des jeunes qui sont descendus dans la rue, parce qu'à juste titre, et que ça se justifie, parce que tout simplement, on ne peut pas demander aux gens de se confiner, de rester trucs, alors sachant que les gens, ils ont besoin de continuer leur activité, parce que c'est de ça qu'ils vivent. Voilà. Et que le président décide de desserrer un peu, c'est pour permettre à ces gens-là de pouvoir revenir, reprendre leur activité. La pertinence du poste de Premier ministre ou pas, moi je pense que ce qui a été décidé a été décidé. Ce qui a été fait a été fait. Maintenant il faut assumer. Il faut écouter tout le monde. Aujourd'hui tout n'est pas à 100%, oui, il faut le reconnaître, tout n'est pas à 100%. Il faut essayer maintenant d'écouter tout le monde, d'évaluer les choses, de rectifier et d'avancer. Si on s'arrête et qu'on essaie de vivre que sur les regrets, je pense qu'on n'avancera pas. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de garder la sérénité, de ne pas remettre en question ce qui est en place. En termes de, je parle d'institutions, des institutions qui sont en place, de faire en sorte que les décisions qui vont être prises à partir de maintenant ou qui sont prises puissent aboutir à quelque chose de positif. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que la loi sur la réhabilitation est une loi de contexte. C'est une loi de contexte qui a été prise pour une raison particulière. La raison, c'était que c'est une loi qui est motivée par, disons, des impératifs d'ordre budgétaire, économique, social et sanitaire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça donne au président la latitude de pouvoir prendre des décisions dans un délai très court. Cela ne veut pas dire qu'on met une croix sur l'Assemblée, d'autant plus que c'est une loi qui a une durée de 3 mois, donc qui va tôt ou tard permettre à l'Assemblée de pouvoir revenir. Voilà. Le temps de l'évaluation, on l'aura.
Ça, c'est sûr et certain. Donc, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en termes d'action pour la gestion de la pandémie et autres, l'Assemblée nationale aura le temps de se pencher sur ça au moment venu. Je pense qu'il ne faut pas attendre que le temps de l'évaluation advienne. Alors, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Alors, les rectificatifs qui ont été apportés dans le cadre, les rectificatifs, parce que... Non, parce que vous dites les institutions, il ne faut pas toucher. Non, il y a des institutions qui n'ont pas d'utilité dans ce pays. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement que, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, professeur Sylla, c'est que quand vous dites qu'on a comme l'impression que l'Assemblée a été muselée, n'a pas de rôle à jouer, en substance, hein, pour ne pas reprendre, pour ne pas une dire... seule loi votée sur la retraite, départ à l'âge pour une catégorie de population. Donc tout ça pour vous dire que, si je peux développer un peu, vous avez dit qu'effectivement il faut attendre le temps, il faut prendre le temps. Je dis non, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. En quoi faisant? Aujourd'hui, il y a des institutions totalement inutiles dans ce pays qui auraient permis de gagner encore beaucoup d'argent et d'investir cet argent-là pour éviter le Conseil économique, social, environnemental, l'autre qui avait été confié à CCT. Mais certaines agences qui n'ont aucune utilité dans ce pays, ça tout le monde le sait. C'est une manière de confier des responsabilités à une clientèle politique qui est là pour que cette clientèle politique-là ne soit pas au chômage. Quand est-ce qu'on va organiser dans ce pays le jubilé pour le grand départ de cette classe politique-là qui est là depuis un certain nombre de temps et personne... Pourquoi les gens n'en veulent plus? Regardez aujourd'hui toute la dynamique, j'en parlais tout à l'heure, qui s'organise, qui se met en place à travers ces jeunes, ces organisations qui se multiplient. Cette défiance par rapport à l'autorité, cela, il faut mettre ça. Il faut que le gouvernement et l'État commencent à penser sérieusement à ce qui est en train de se passer dans ce pays. On sent une agitation. On ne le dit pas. Il y a des gens qui sont républicains comme moi et tout ça, qui ne voudraient pas qu'il y ait le chaos dans ce pays. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Casamance. Regardez ce qu'on a vu avec les jeunes à Diourbel, etc. Dans la banlieue, à Médina, un peu partout, des jeunes qui défient les forces de l'ordre, qui défient l'autorité de l'État parce que les gens en ont marre. Ça, quand on le dit, ce n'est pas pour critiquer l'action gouvernementale. C'est dire attention. Alors, aujourd'hui, les gens sont fatigués d'être fatigués. Les gens sont fatigués d'entendre un discours constitué pratiquement par du faux, du mensonge, à tel point que les gens ne peuvent plus vivre et accepter cela. Oui. Attention, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Attention, il y arrive chaque fois qu'il y a des révolutions dans les sociétés, qu'il y a des contestations, protestations, why men rebel? Pourquoi les gens se rebellent? C'est un classique en sciences politiques. Pourquoi? Quand il y a une insatisfaction, des préoccupations, et à tel point que cela fait naître des frustrations. Aucun pays, à un moment, aussi armé soit-il, ne peut faire face à une population qui a faim, qui est fatiguée d'être fatiguée et qui ne peut plus tenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit dans nos pays? L'essentiel des populations, la majorité des populations vivent de quoi? Pratiquement de rien. Regardez les coupures d'eau actuellement. Regardez les difficultés à se soigner. Impossible de se soigner. Impossible de se nourrir correctement. L'hivernage est en train d'arriver. Faites un tour un peu dans les coins reculés du Sénégal pour voir comment les gens vivent dans des situations difficiles. Et la question qu'on se pose, comment on en est arrivé là? Justement, après les indépendances, Dieu nous a tout donné. On a assez de terre, on a assez d'eau avec l'eau de pluie, les fleuves, etc. Comment aujourd'hui on est incapable dans ce pays de satisfaire aux besoins fondamentaux? Alors, lui, il veut répondre à votre question. Bon, voilà, en fait, moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc la réalité, c'est qu'on est un pays qui est en retard sur beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Intellectuellement, on ne peut pas être malhonnête. C'est peut-être une longue tradition de mauvaise politique qui n'est pas forcément inhérente à l'actuel régime. Ça, il faut le dire. Sauf que l'actuel régime, c'était pour... Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne peut pas le comparer. On est dans un pays très compliqué, très difficile, qui repose à 90%, dont l'économie repose à plus de 90% sur l'informel. Plus de 98% c'est du tissu économique, c'est des TPE-PME qui ont peut-être des difficultés à survivre. Donc c'est un pays qui crée pas de la valeur.
c'est difficile aussi, quand on ne crée pas de la valeur, de pouvoir créer de l'emploi. C'est vrai. On est dans une situation très compliquée. Et la pandémie n'arrange pas les choses. Vous dites que peut-être ça met à nu l'ensemble. Quelles sont les causes? C'est là, il faut parler des causes. On les connaît. C'est une mauvaise politique. Oui. C'est une mauvaise politique, pas par rapport à l'actuel régime, je le dis. C'est une mauvaise politique. C'est une longue tradition de mauvaise politique au Sénégal. Il faut l'accepter. Oui, laissez-le terminer. Je ne veux pas chaque fois qu'on remette, parce que les autres, on les a virés parce qu'ils n'étaient peut-être pas à la hauteur. Et mais on a la chance d'avoir au moins un chef de l'État qui écoute, qui a pris des décisions basées sur le consensus, qui a pris beaucoup de bonnes décisions, qui fait beaucoup d'efforts. C'est pas facile. Il écoute qui, le président? Il écoute le peuple. Il a pris des décisions. Quand il a décidé de desserrer les choses, c'est parce qu'il a écouté les Sénégalais. Ou il a cédé à une pression? Non, il n'a pas cédé à la pression. Il a écouté les Sénégalais. Absolument. Maintenant, certains, pour X raisons, parce que ça les arrange, peuvent l'interpréter ainsi. Comme je dis, c'est une crise. C'est très facile de critiquer quand on est de l'extérieur. C'est très facile. Mais il y a des critiques objectives. Tous ceux qui ont critiqué avant d'être au pouvoir, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a vu les résultats. En tout cas, c'est très difficile. Ce que je suis en train d'expliquer, ce que je suis en train de dire, tout simplement, c'est que moi, je voudrais qu'on évite ce discours politique qui vise à apeurer les citoyens. C'est tout ce que je demande. Et qui n'installe que le doute. Quel genre de discours? Le discours qui critique, par exemple, qui dit que rien ne marche. Rien ne marche. Alors qu'il y a des choses de bonnes choses qui sont faites quand même, il faut le reconnaître. Tout n'est pas parfait. Oui. Mais c'est comme on dit, c'est dans la confrontation d'idées que jaillit le progrès et la vérité. Est-ce que je peux dire juste quelque chose? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est au regard de ce qui a été fait par ce gouvernement qu'on va les juger. Ça fait bientôt, je ne sais pas, depuis 2012 qu'ils sont là. Et donc aujourd'hui, il faut les juger par rapport à ce bilan-là, par rapport aux politiques publiques, à leur plan Sénégal émergent, qui sont en train aujourd'hui de rectifier parce qu'ils se rendent compte que la copie n'est pas conforme aux attentes des populations. Qu'est-ce qu'un TER? Quelle est l'utilité d'un train express régional? J'aurais effectivement... j'aurais aimé un jour au Sénégal qu'on ait un TER, qu'on ait des métros, qu'on ait des gratte-ciels, qu'on ait tout. Oui. Un pays fonctionne avec des priorités selon ses besoins et selon ses moyens. La priorité, ce n'était pas de construire un TER pour faire plaisir à une entreprise française. 1. 2, la priorité, ce n'était pas de faire... Non, c'est la perception. Oui. Aujourd'hui, les populations n'ont pas d'accès à l'eau. L'eau est vitale. Sans eau, on ne peut pas vivre. On met la priorité sur quoi? En pleine épidémie. En pleine épidémie. Mais un forage coûte combien? Il y a des travaux qui ont été... Il y a un planning. 250 millions, vous pouvez avoir un excellent forage qui va permettre aux populations de s'approvisionner en eau. Au lieu de ça, on met des arrêts, des stades pour aller lutter, des instances pour aller faire la fête, pour aller construire des terres, etc. Des institutions qui n'ont pas leur utilité. Et c'est ça le problème aujourd'hui au ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, au cœur de l'État, ils sont en train de redirectionner le plan Sénégal émergent, parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils étaient en train de faire, il va falloir revoir la copie, parce que ce n'était pas la bonne solution, ce n'était pas le bon chemin. Ils se sont trompés lourdement et les populations sont en train aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai inscrit mon propos dans l'inquiétude axiologique. L'inquiétude axiologique, parce que la neutralité, c'est pas possible, c'est pas souhaitable dans ces conditions-là. Il faut qu'à un moment qu'on arrête et qu'on critique et qu'on dise voilà, c'est ça le problème. Mais en tout cas, professeur, on a constaté qu'en pleine épidémie également, le président a nommé à des postes de responsabilité d'anciens membres du Parti démocratique sénégalais. C'est comme si Macky Sall était en train de préparer quelque chose. Récemment, on a entendu ses partisans parler encore du 3e mandat et les locales qui ne viennent jamais aussi. Oui. Qu'est-ce qui est dans la tête du président? Oui, non, mais bon, ce serait difficile mais les gens devinent déjà, à travers un certain nombre d'actions, que les présidents en Afrique nous ont habitués à ces actions-là, qui consistent à dire une chose et à faire son contraire. À promettre de faire un seul mandat et de vouloir en faire 3. Et chaque fois, ça finit mal. Et c'est la population, on se rappelle, le 23 juin, c'était comme si c'était hier, avec les mêmes acteurs.
les transhumants et autres, là, j'en parle pas. Et les médias, quelquefois, ont une part de responsabilité. Que de continuer d'inviter des médias et des transhumants et des politiciens qui ne méritent même pas d'être écoutés. Parce qu'ils sont là pour perpétuer un système de domination. Alors, la politique, c'est comme le littoral. On parle aujourd'hui du littoral. Ils voudraient exclure toutes les bonnes personnes compétentes, de bonne foi, de la sphère politique pour conserver cette sorte de patrimoine, ce système de perpétuation qui n'aime pas les voix discordantes, pertinentes, qui viennent remettre en cause leur gestion pour privilégier quoi? L'incompétence. Pour privilégier quoi? La mauvaise politique, la mauvaise foi. Alors qu'en politique, on a besoin d'avoir des hommes de bien. Oui. Des hommes de bien qui peuvent changer ce pays. Et des hommes de bien, on n'a pas besoin d'aller en chercher dans le monde. Alors, ici, il y a aujourd'hui au Sénégal des hommes de bien, mais ce n'est pas forcément à travers... Mais est-ce que le président n'est pas en train de préparer une autre alliance politique, une nouvelle majorité politique autre que Macky 2012 et ces nominations ont fait beaucoup de bruit en interne tout comme en externe. Ah bon? Mais c'est normal. Oui. On fait beaucoup de bruit dans la mesure où il y a même au sein de la paire des gens qui sont pas d'accord de ces nominations. Quels sont ces gens? Non, je ne sais pas. J'en parle comme ça pour vous dire tout simplement. Mais ce sont des fils du pays ayant des compétences pour servir le pays aussi. Ceux qui sont dans tel ou tel parti ne valent pas mieux ou moins ceux qui sont dans tel ou tel autre parti. Ça, il faut le comprendre. Le Sénégal, c'est un projet de société. C'est un projet de société que chaque fils du pays, tout à l'heure vous réclamiez que des jeunes puissent être intégrés ou des jeunes puissent être associés dans la gestion du projet de société du Sénégal. C'est en substance ce que je perçois comme message dans votre discours. Et pourquoi maintenant exclure certains parce qu'ils appartiennent à tel ou tel parti? Vous savez, j'ai dit toujours que c'est un pays qui est très compliqué à gérer. C'est un pays qui est très difficile à gérer parce que il y a il y a de la manipulation dans beaucoup de choses. N'importe quelle action qu'aurait fait le chef de l'État, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Moi, je suis pas là pour défendre forcément le chef de l'État, mais ce que je suis en train de dire comme discours depuis tout à l'heure, c'est que faut pas toujours être dans la négation, toujours critiquer quand il y a certaines choses qui sont faites. Il faut encourager les bonnes initiatives, peut-être critiquer dans le but, peut-être d'améliorer des choses. Le Sénégal est un pays de consensus et de paix. Le président ne l'est pas moins. Donc, quand il a envie de pacifier l'espace politique, par peut-être l'intégration d'un tel ou tel membre de notre parti, on ne devrait que le féliciter et s'en féliciter parce que ça permet de pouvoir gérer le pays dans la stabilité et l'épanouissement, afin qu'on puisse se concentrer sur Nous sommes vraiment au terme. Il nous reste quelques minutes. Quand un président est en fin de mandat et qu'on le voit tisser un peu sa toile, on parle de gouvernement d'union nationale. Est-ce que le président veut une majorité politique beaucoup plus élargie? Est-ce qu'il veut beaucoup plus vaste que Benno Bokk Yakaar et Macky 2012? Alors là, ça prête à confusion. Oui, et puis même ça prête à la suspicion. Les gens le soupçonnent, il faut le dire, de vouloir un troisième mandat. On attendra de voir. Il s'est engagé. Certains ont dit non, le premier mandat, c'est pas un mandat. Il dit alors c'était quoi? Il a occupé des postes comme ça, gratuitement, pendant 7 ans. Il ne faut pas comptabiliser ces 7 premières années. Et donc, ça pose problème. Est-ce qu'ils vont au troisième mandat? On le saura, mais à travers les actes qui sont posés, des nominations arbitraires quelquefois, effectivement, ça montre, ça informe sur, on va dire, les contradictions de notre système politique. Ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui mène à tous les postes, etc. Et qui place un certain nombre d'individus qui ne méritent peut-être pas d'être là. Parce qu'on les a testés, ils ont été déjà dans l'action, ils ont été au gouvernement, ils ont défendu tous les régimes. Vous parlez de qui? Ils vivent, mais il y en a énormément. Regardez tous ces transhumants-là, on n'a pas besoin de... Aujourd'hui, on n'a plus besoin de donner des noms pour indiquer le faux, le mensonge, le transhumant, la personne qui n'est pas
éthiquement et vertueusement Et vous acceptable. proposez quoi à la place? Non, je n'ai pas proposé. L'opposition va proposer des choses. Oui. Les gens qui sont censés Très réfléchir sur certaines questions vont proposer. Oui. Mais maintenant, je dis, les trains qui arrivent à l'heure dans un État, il n'y a rien de plus normal que les salaires soient payés. On ne va pas dire merci au chef de l'État. Mais je merci. suis d'accord avec vous. Il n'est pas là Merci. que pour faire... Merci. Donc, voilà. Merci. En tout cas, le président Macky Sall avait promis et qu'il avait dit que son parti ne sera pas un parti de transhumants. Merci à nos invités, professeur Ibrahima Sall, enseignant Ibrahima Silla, enseignant Sciences Po à Gaston Berger. Merci également à Cheikh Mbacké Sène, essayiste, ancien journaliste et expert en intelligence économique. Merci également à vous, très chers auditeurs, d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain.